Bienvenue dans le débat sur France 24. La grève contre la réforme des retraites a été largement suivie, en particulier dans les transports et dans l'éducation nationale. Elle se poursuit demain, vendredi. Le trafic ferroviaire sera encore très perturbé. Côté manifestation, 250 000 personnes étaient dans la rue à Paris selon la CGT. Des tensions dans la capitale, mais aussi à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et une forte participation à Marseille. La grève a été soutenue par une grande majorité des Français. 68% des sondés considèrent qu'elle est justifiée, selon un sondage Odoxa Densu Consulting pour Le Figaro et France Info. Le gouvernement doit s'exprimer sur son projet la semaine prochaine. On en connaît bien sûr les grands principes. Simplification du régime des retraites avec la suppression des 42 régimes spéciaux et mise en place d'un système à points. Alors quelles sont les raisons de la colère? La grève jusqu'à quand? Et comment ça se passe ailleurs? Eh bien, on va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Catherine Fabre, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Députée La République En Marche de Gironde, également ambassadrice retraite au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des affaires sociales. Bienvenue à vous. Valérie Sipahi-Malani, secrétaire générale adjointe du SNES FSU. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. François Charpentier, bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialiste de protection sociale, auteur de plusieurs livres. Et le dernier, vous nous l'avez apporté, une nouvelle sécurité sociale. Voilà, je le montre à l'antenne. Et c'est de Bismarck à Macron. Donc vous êtes un peu historien de la Sécu, il faut le dire. Et c'est donc aux éditions Économie K. Voilà. Avec nous également Thierry Clerc, bonsoir. Et vous êtes délégué syndical UNSA Police. Donc c'était une très forte mobilisation aujourd'hui. Je vous propose d'abord d'écouter des manifestants. À l'heure actuelle, après des calculs déjà effectués, je suis censée partir à l'âge de 67 ans. Avec la nouvelle réforme, on va dire 69 ans aujourd'hui et plus tard, peut-être à 75 ans avec un déambulateur. Si c'est pour partir à la retraite avec 700 € par mois, c'est pas la peine, c'est plus une retraite. On est dans un pays qui doit respecter ses anciens. On fait partie d'une profession qui a la valeur du respect des anciens. Tant qu'il n'y a pas de signe fort du gouvernement, d'une prise en compte de ce qui se passe aujourd'hui, ça continuera, évidemment. Et nous, on est contre le fait que les jeunes partent à 70 ans à la retraite. Mais il faut améliorer notre système, pas le casser. Valérie Sipahi-Malani, pourquoi êtes-vous en grève aujourd'hui ? On est en grève. Alors, on avait 75% de grévistes dans le second degré, dans les collèges et les lycées. On n'avait pas connu ça depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un mouvement qui est massif avec des collègues qui n'ont pas l'habitude de se mettre en grève, qui se sont mis en grève. Pourquoi est-ce qu'ils sont en grève? Parce que quand on fait nos calculs, on voit qu'on perd à peu près un tiers de notre retraite. Les enseignants dans leur ensemble? Globalement, nous, on a fait nos calculs après entre moins 300 et moins 800 € bruts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les enseignants sont moins bien payés que la moyenne des enseignants ailleurs. Et que jusqu'à présent, on a un rattrapage en fin de carrière qui fait qu'on ne part pas à la retraite pauvre. Avec le nouveau système, on nous dit on va calculer sur l'ensemble de la carrière. Et donc, on va compter les années au départ, qui sont des années où on est très mal payé. Et donc, mécaniquement, nos retraites baissent. Pour les femmes, on ne va pas compter les interruptions de carrière comme actuellement. Donc, quand vous êtes on sait très bien que les femmes actuellement ne peuvent pas prendre autant d'heures supplémentaires que les hommes. Elles touchent moins de primes que les hommes pour tout un tas de raisons, y compris à l'éducation nationale. Et donc, on a une retraite qui est inégalitaire pour les femmes et pour les hommes et qui voit pour l'ensemble de la profession à peu près 30% en moins. Donc, c'est pas acceptable. Donc, vous estimez que vous êtes perdant, en fait. Et ça a été reconnu par les ministres Delevoye et Blanquer, d'ailleurs. Alors, justement, on va l'écouter, Jean-Michel Blanquer, parce qu'il dit, lui, qu'il va vous donner des garanties. On l'écoute tout de suite. Déjà, je donne des garanties qui sont très importantes, qui sont même uniques dans les décennies précédentes. Mais parce que d'une part, je dis les pensions ne baisseront pas, et d'autre part, je dis les rémunérations augmentent, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et elles augmenteront notamment pour ceux qui sont le plus concernés par la retraite, c'est-à-dire de manière très significative, oui. Il ne vous convainc pas, manifestement. C'est-à-dire que pour rattraper pour les enseignants, il faut mettre 10 milliards sur la table. Et tout le monde est d'accord sur ce chiffre. Le président de la République, lors de son discours de Rodez, a dit 10 milliards, c'est pas possible, c'est les impôts des Français. Donc le président de la République nous dit d'un côté, c'est pas possible, et le ministre nous dit de l'autre, si, vous inquiétez pas. Qui croire? Qui croire? Donc c'est votre question. En revanche, si le ministre se tient à ce qu'il a dit, là, vous accepteriez la réforme? Non, on n'accepterait pas la réforme parce que cette réforme, elle est globale et on est dans un cadre où on nous dit on aura en 2050 moitié plus de retraités et on ne veut pas dépenser plus. Donc mécaniquement, les retraités vont toucher moins. Donc vous serez à nouveau en grève demain? Exactement. Thierry Clerc, pourquoi protestez-vous aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, d'abord, il y a une double mobilisation des policiers, des fonctionnaires de police. Mobilisation d'abord par rapport à tous ceux qui travaillaient dans le cadre des maintiens de l'ordre, qui ont assuré la sécurité, qui étaient là en tout cas pour assurer la sécurité des manifestants. Et puis, il y avait une mobilisation de nos collègues dans l'ensemble des commissariats qui était vraiment très suivie, avec un service minimum qui a commencé dès hier soir
sur lequel, puisque nous n'avons pas le droit de grève, donc nos collègues étaient engagés dans un dispositif pour s'exprimer de toutes les façons possibles, assurer un service minimum également, répondre aux réquisitions, bien sûr, du public, aux appels, mais en même temps se faire entendre. Et laisser les missions secondaires de côté. C'est dans ce cadre-là. Considérez également être perdant ? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement fait la sourde oreille, le ministère, en tout cas de l'Intérieur, fait la sourde oreille à nos demandes, à savoir que le ministère veut introduire une logique missionnelle dans le cadre notamment des dispositions qui sont les nôtres. Or, on sait très bien qu'un policier, tout au long de sa carrière, va travailler dans différents services. Logique missionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'un policier, il peut travailler dans un service de voie publique aujourd'hui, dans un service administratif demain, revenir dans un service de voie publique, dans un service judiciaire, donc c'est dans une compagnie républicaine de sécurité. Polyvalence. C'est une polyvalence, mais qui existe, sauf que, si vous voulez, on introduit dans cette logique missionnelle, en fait, en intégrant ce facteur de dangerosité, le calcul de la bonification que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça change complètement la donne, et notamment en termes de résultats, en tout cas sur le montant des pensions. Alors, on va écouter Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, parce que lui dit qu'il n'allait pas toucher à votre régime de retraite. On va l'écouter. C'est pas un régime spécial. C'est un régime qui reconnaît ou particulier. C'est un régime qui reconnaît la particularité de ce métier. Voilà. On n'est pas policier jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, il y a un âge anticipé de départ, et donc il nous faut maintenir ce système anticipé. Il sera maintenu. Il sera maintenu pour prendre en compte la dangerosité de ce métier. Je connais peu de métiers aussi dangereux. Je l'ai dit aux partenaires sociaux, ils le savent. Le président de la République et le Premier ministre ont affirmé aussi le fait que nous prendrons en compte la dangerosité pour calculer l'âge de départ à la retraite. Alors, il ne vous convainc pas non plus. Dangerosité, mais il y a toutes les missions de soutien, de support qui sont nécessaires et indispensables au fonctionnement des services de police. Prenons au commissariat, vous avez la salle de commandement, par exemple, des fonctionnaires qui sont au service des gardes et à vue. Ces fonctionnaires-là ne sont pas sur la voie publique systématiquement, mais peuvent se retrouver dans le cadre d'une mission de renfort, être affectés sur une mission particulière à tout moment et à tout instant. Donc ça veut dire que on rentre dans une difficulté, ou alors dans un... Qu'est-ce qu'on veut demain ? Qu'on maquille en fait les affectations des uns ou des autres, ou est-ce qu'on rend finalement, aujourd'hui, nous avons un statut particulier qui nous permet, quelle que soit notre affectation, puisqu'on bouge tout au long de notre carrière, de pouvoir disposer justement du système que l'on connaît. Et c'est justement une remise en cause, puisqu'on parle aujourd'hui de logique missionnelle. Le ministre l'a dit, dangerosité, mais dangerosité qui n'est pas forcément reconnue. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui le périmètre de la mission dangereuse. Est-ce qu'un fonctionnaire qui travaille en brigade de délit routier, par exemple, qui va être amené aussi à aller faire des constatations sur le terrain, va être reconnu dans le cadre d'une dangerosité du métier? Est-ce que le fonctionnaire... Donc il y a un manque de visibilité, en plus de lisibilité. Et le courrier qui nous a été donné hier ne reste aveugle à ce niveau-là. On n'a aucun retour et aucune lisibilité, en tout cas, sur la logique missionnelle qu'on veut nous imposer. On nous parle de... alors, il y a quelques mois, parce que ça fait déjà quelques mois qu'on négocie quand même, enfin qu'on discute avec l'administration, et je pense que là-dessus, on n'est pas entendu. On nous parlait d'un volume important. Aujourd'hui, j'ai entendu une ministre qui parlait avant-hier de 10% à peu près, mais ça veut dire que 10% des fonctionnaires resteraient sur la carreau pour combien de temps et sur quelle mission? Beaucoup de questions encore. Catherine Fabre, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode tout de même du gouvernement? Après 2 ans de négociations, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans cette réforme, tout le monde le dit, on ne connaît que les grands principes. Est-ce que ça ne crée pas de l'anxiété? Je pense qu'on connaît assez bien le système cible, celui vers lequel on souhaite aller, qui est un système universel. Ça veut dire les mêmes droits pour chacun en fonction de ses cotisations. Et ça me paraît être un système très juste et très nécessaire pour l'avenir, et notamment pour nos jeunes générations. Donc en fait, on cherche à renforcer ce système de retraite justement pour le sécuriser à l'avenir. On cherche aussi à corriger ses défauts, puisque aujourd'hui le système ne répond pas aux défis actuels, notamment au fait que les gens changent de métier, et donc on n'a aucune lisibilité dans le système actuel avec 42 régimes différents. L'universalité va donner plus de plasticité, disons, au système. Plus de visibilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui change de métier, qui passe du public au privé, un enseignant du public qui passe à l'enseignement privé, par exemple, qu'il n'ait pas peur de perdre ses droits du jour au lendemain parce qu'il prendrait un choix de carrière qui soit différent. Pardon, pourquoi ne pas mieux l'expliquer ? On a l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de manifestants aujourd'hui qui sont dans la rue sans savoir exactement
justement, ils n'ont pas de détails de ce qui va leur être appliqué. On voit bien. Donc ils sont angoissés. Le message a du mal à passer parce que Jean-Michel Blanquer a, depuis assez longtemps, expliqué au syndicat de l'éducation nationale qu'il n'est pas question de baisser les pensions. Il est question justement de saisir cette opportunité pour faire enfin ce que tout le monde reconnaît depuis très longtemps, c'est-à-dire revaloriser les rémunérations des enseignants qui aujourd'hui, vous l'avez dit, sont beaucoup plus faibles que des catégories professionnelles de même niveau. Madame vous dit, Emmanuel Macron ne va pas le faire. Emmanuel Macron ne va pas le faire, c'est ce qu'elle vous dit. Je vois bien qu'un des soucis, c'est finalement le manque de confiance qu'il y a dans les engagements qui sont pris aujourd'hui par le gouvernement. Est-ce qu'il n'est pas lié à un problème de communication, d'explication de la réforme ? Écoutez, en fait, la difficulté, si vous voulez, c'est que le système cible, là où on veut aller, c'est assez clair. Un système par points, c'est-à-dire un système plus lisible. Mais le diable est dans les détails. Un système où tout le monde ait les mêmes droits, donc un système plus juste, un système qui protège aussi par rapport à la précarité, parce qu'on parlait des femmes tout à l'heure, il y a quand même énormément de personnes aujourd'hui qui ont des retraites inférieures à 1 000 € alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Nous, on souhaite assurer à chacun un minimum garanti de 85% du SMIC. Donc ça va changer les choses pour des commerçants qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas suffisamment cotisé parce qu'ils ne gagnaient pas assez, pour des agriculteurs, pour des femmes à temps partiel, pour des personnes qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants, etc., etc. Donc on va corriger ces défauts-là. Et ensuite, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on part de 42 régimes différents et donc chacun des personnes concernées par ces 42 régimes se disent comment est-ce qu'on va arriver à ce système oui, comment ? Mais comment ? C'est à vous de nous le dire. Et c'est là. Enfin, c'est au gouvernement de le dire. Et c'est là que le gouvernement a passé un message d'ouverture et de concertation en disant le but, c'est que chacun s'y retrouve. Donc, on va discuter avec chacune des professions, chacune des spécificités de chacun des métiers pour trouver à chaque fois une solution qui soit satisfaisante. C'est pour ça que dans le cadre des enseignants qui étaient sur un contrat social, salaire bas, retraite élevée, on va chercher justement à revoir et à renégocier cette échelle des salaires. Et justement, pour moi, c'est une réelle opportunité que vous devriez saisir, me semble-t-il. Le ministre a écrit des lettres à tous les enseignants pour justement leur dire on s'y engage, on s'y engage. Donc ça, c'est très important. Voilà, elle va vous répondre. Un mot sur François Charpentier, puisque vous êtes un peu l'historien, le journaliste du plateau. Qu'est-ce qu'on veut dire justement par système universel à points ? Est-ce qu'il y a un modèle ? Est-ce que c'est effectivement le modèle suédois, par exemple, qu'on veut appliquer en France ? Écoutez, déjà, une première remarque. La manière dont s'engage le débat montre bien la complexité et la difficulté de communiquer. Tout à l'heure, vous avez parlé de 42 régimes spéciaux. Non, il y a 42 régimes au total, dont une douzaine de régimes spéciaux. J'ai la liste là. On ne peut pas tout mélanger là-dessus. D'autre part, même là, on a deux représentants des régimes spéciaux. Ils n'ont pas les mêmes problématiques. Madame, elle est enseignante. Il n'y a pas de prime pratiquement dans les enseignants. Si demain on prend en compte les primes, c'est sûr qu'il y aura un problème, effectivement, de désavantage pour les enseignants. Donc il faut trouver une compensation. Monsieur, il est policier. J'ai ici, vous savez très bien, dans votre catégorie, vous êtes un des seuls où les primes sont prises en compte, notamment l'indemnité de suggestion spéciale de police, elles sont prises en compte dans le calcul de la retraite, ce qui est une spécificité dans la police. Donc ça change tout, parce que c'est quand même pas une petite prime, hein. J'ai les montants, c'est quand même important. Donc il y a bien des gagnants et des perdants. C'est là que c'est compliqué, vous comprenez. Chacun voit un peu midi à sa porte dans cette affaire. Et quand on fait des débats, même des débats publics, madame, vous devez le savoir, à chaque fois, les gens se ramènent toujours à leur situation. Or, il n'y a pas deux individus qui ont eu la même carrière, qui ont eu les mêmes caisses, et donc il y a une grande difficulté de tenir un langage commun pour tout le monde. Alors comment ont-ils fait en Suède, par exemple ? Juste pour prendre un exemple. Mais en Suède, vous avez vu la catastrophe qui est en train de s'annoncer. Donc c'est catastrophique comme régime. Ils ont fait un régime de compte notionnel qui est une espèce d'avatar de régime en points. C'est des points, en fait. Mais ça n'a pas bien marché. Je vais vous dire un truc, par exemple. On parlait des femmes. Vous savez qu'en Suède, on a essayé de leur mettre des pensions de réversion, etc. Et tout. Et puis on s'est rendu compte qu'elles restaient aussi pauvres qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient pris l'habitude de partir tôt en retraite et qu'elles ne partent pas plus tard alors que la durée de vie s'allonge. Et donc il y a une impossibilité totale de réformer, j'allais dire quelque chose qui est culturel. En France, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé la responsable de l'OCDE sur le problème des femmes. Elle m'a dit, en France, on a un vrai problème. Ce n'est pas un problème de retraite, c'est un problème de retard de salaire. C'est donc en amont qu'il faut traiter le problème des femmes. Pas simplement, j'allais reprendre une expression qui a été reprise par un de vos représentants,
monsieur Alunsa, la réforme des retraites, ce n'est pas la voiture balai de toutes les inégalités. Valérie Sipahi-Malani, est-ce que Catherine Fabre vous a convaincu lorsqu'elle dit justement qu'ils vont revaloriser les salaires des profs? Mais moi, je ne peux pas y croire. Parce que de toute façon, ce que le ministre dit, c'est contraire à ce que le président de la République a dit. Entre le ministre et le président de la République, moi, j'ai plutôt l'habitude d'écouter le président de la République. Par ailleurs, on nous dit 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Donc, c'est forcément inégalitaire, puisque tout le monde ne peut pas cotiser de la même manière. Et on voit bien que tout ce qui est prévu pour le rattrapage, par exemple, pour la maternité pour les femmes, c'est moins que ce qui est le cas actuellement. Mais si faites vos calculs, Madame la députée, vous verrez bien. Donc les femmes ne sont pas en mesure de cotiser autant. Donc si vous faites un système 1 euro cotisé donne les mêmes droits, de toute façon, les femmes seront perdantes. Et en ce qui concerne les enseignants, on a un autre souci, c'est qu'on a un ministre extrêmement autoritaire qui traite les enseignants avec un grand mépris. Depuis qu'il est rue de Grenelle, il a imposé toutes ces réformes sans jamais aucune négociation, sans jamais rien écouter. Donc c'est une contestation plus large contre Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance envers le ministre. Il n'a pas réussi à établir la confiance avec ses troupes. Et donc, de toute façon, ce n'est pas au moment de la réforme des retraites qu'il va pouvoir la rétablir. Thierry Clair. Non, simplement sur l'historique, puisque vous vouliez faire un peu d'historique. Alors, je fais un peu d'historique syndical, mais concernant cette indemnité suggestion spéciale police, il faut quand même rappeler simplement que 1948, c'est la suppression du droit de grève pour les policiers. C'est un droit constitutionnel que tous les citoyens peuvent obtenir et les policiers en sont privés. 1957, c'est la création de l'indemnité de suggestion spéciale police et qui est 1900. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand vous donnez une date? Ça veut dire qu'en fait ces traditions, elles sont importantes à respecter? C'est-à-dire, non, elles sont importantes, elles dépendent d'un statut spécial. Ce statut spécial, il nous donne effectivement des limites dans nos droits. Nous n'avons pas le droit de grève, nous avons des obligations de résidence sur notre circonscription d'affectation. Quelque part, ça a été négocié comme ça à l'époque. Ou alors, à ce moment-là, il faut dire que si on veut mettre tout le monde au même niveau, il faut le mettre à tous les niveaux. C'est-à-dire, un fonctionnaire d'État, il n'a pas de comité d'entreprise, il n'a aucun avantage social. Il faut savoir que l'avantage social pour un policier, c'est de l'ordre de 4 à 5 euros par rapport aux commissions locales d'action sociale qui gèrent ça. Ça n'a rien à voir avec un comité d'entreprise. La mutuelle n'est pas prise en compte. Et tous les salariés n'ont pas de comité d'entreprise. Tous, effectivement, mais nous sommes 150 000. Nous ne sommes pas dans une entreprise de 10 ou 15 policiers. Vous comprenez? Donc ça veut dire, bien sûr, mais je pense qu'il faut mettre, si on veut effectivement mettre équivalence privée, publique à tous les niveaux, il faut qu'à tous les niveaux, les choses se déroulent. Or, aujourd'hui, on veut quelque part comparer ce qui n'est pas toujours comparable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent aujourd'hui qui sont le résultat d'un certain nombre de choses qui sont passées dans l'histoire de notre institution. L'indemnité de suggestion police, certes, effectivement, elle est incluse dans le calcul de la retraite, mais les policiers, ils cotisent. C'est pas un cadeau. Les policiers, d'ailleurs, cotisent de façon largement supplémentaire aux autres fonctionnaires d'État, de 2% supplémentaires sur ces primes. Un mot, Catherine Fabre, sur le reste. Un mot, Catherine Fabre, avant la pause. Est-ce que c'est justement, ça n'est pas un problème de compensation, tout cela? C'est-à-dire, à la limite, l'universalité du régime, la CFDT, enfin, il y a de nombreux syndicats qui sont favorables. Le problème, c'est la compensation. Chacun, effectivement, a négocié son régime en fonction de ses contraintes. Aujourd'hui, comment leur garantir des compensations pour que le système soit juste? En fait, je pense que sur le système cible, vous l'avez dit, on est assez nombreux à être d'accord pour dire que c'est un bon système, que c'est un système qui va vers l'intérêt général. Et ensuite, effectivement, la difficulté, c'est sur la transition. C'est bien pour ça qu'il y a un message d'ouverture du gouvernement et de négociation, de concertation. Le but, c'est de trouver pour chaque situation spécifique, le bon chemin pour arriver vers la convergence du système. Et vous donnez combien de temps pour cela? Il y aura une marge de manœuvre suffisante? Mais oui, là, les concertations ont commencé. Je pense que chaque métier peut faire valoir ses spécificités, peut expliquer pourquoi, quel est le poids de l'histoire, comment s'est construit son système dans le temps et pour quelles raisons. Et c'est exactement la bonne opportunité aujourd'hui pour remettre les choses sur la table et pour revoir ce qui est justifié, comment on pourrait faire autrement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un système unique et pour que dans le temps de transition, justement, on arrive à organiser tout ça de manière juste. Vous parlez d'un process et aujourd'hui, ils sont dans la rue. Un mot de conclusion peut-être pour cette première partie, François Charpentier, vous avez 30 secondes. Est-ce qu'il y a besoin d'une marge de manœuvre du côté du gouvernement? Parce qu'il continue à être dans la rue demain, il y a grève demain encore. Oui, non, mais le gouvernement, si vous voulez, a pris une option à laquelle il ne dérogera pas, c'est aller vers une simplification du système. Ça, tout le monde est d'accord. Sur le papier, tout le monde est d'accord pour dire 42 régimes, c'est trop. Moi, j'ai déjà dit à M. Jean-Paul Delevoye, j'en compte pas 42, j'en compte 400. Il y en a 400. Rien que dans la fonction publique, il y en a combien? Ça sera plus efficace, mais pas forcément plus juste. Si, ça sera plus juste. Ça sera plus juste. Si vous allez vers un système à points, moi, je peux vous démontrer que c'est beaucoup plus juste. Sûr. Moi, je suis salarié du privé, vous aussi. Croyez-moi, les régimes Agirc-Arrco, c'est quand même, pour moi qui suis en retraite,
60%, 80% de ma retraite. C'est plus juste et on garantit que la valeur du point ne bougera pas. Alors ça, voilà. Bougera, on va revenir sur cette garantie pas. de la valeur du point et qu'on comprenne bien. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24, largement consacrée à la réforme des retraites et à cette grève donc qui va continuer demain, grève largement suivie dans les transports et dans l'éducation nationale. On a parlé aujourd'hui donc au sein de la manifestation de 250 000 personnes à Paris pour la CGT et toujours selon la CGT, il y avait plus d'1,5 million de personnes dans les rues de France. On en parle toujours avec Catherine Favre. Vous êtes toujours avec nous. Alors on parlait justement de la valeur du point. C'est ça qui fait débat aujourd'hui, y compris d'ailleurs en Suède, où ils ont mis en application cette réforme des retraites. Comment pouvez-vous dire ce soir que cette valeur du point sera garantie? Alors, la réforme qui a eu lieu en Suède n'a rien à voir avec la réforme qu'on veut faire en France. Ça, c'est la première chose. Alors, quelles sont les différences? Ça ne sert à rien de comparer. Typiquement, en France, on va mettre en place des règles d'or sur le fait que la valeur du point ne peut pas baisser, comme c'est le cas actuellement dans le régime Agirc-Arrco, qui fonctionne très bien et qui est géré par les partenaires sociaux, qui a d'ailleurs été mis en place par la CGT et FO. Donc, sur ce principe du système à points, tout le monde est d'accord sur le fait que ça peut très bien fonctionner. Mais il y est tout de même à la macroéconomie. Par exemple, si vous avez une crise, il est clair qu'il y aura moins de croissance, donc il y aura moins de cotisants, ça aura un impact sur le régime à points. Même chose, la productivité, me semble-t-il, a un impact sur le régime à points. Aujourd'hui... Tout ça, c'est la macroéconomie, donc ça n'est pas totalement modulable. La productivité a un impact sur le régime actuel de la même manière. Enfin, de toute manière, un régime, il faut bien pouvoir le financer. Et on mettra exactement les mêmes enveloppes financières au passage à la réforme, on ne changera pas, on ne baissera pas du tout les enveloppes et elles vont augmenter en fonction justement de la croissance du PIB. On a 14% du PIB qui sont consacrés aux retraites en France, ce qui est très supérieur à l'ensemble des pays européens. Et ça, on souhaite le sécuriser. Nous, on tient à ce régime de retraite, on tient au niveau des pensions qui sont des bons niveaux de pension en France, on tient au fait que les retraités vieillissent dans de bonnes conditions en France et c'est précisément pour ça qu'on fait cette réforme aujourd'hui. Réforme qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est saluée par la CFDT qui considère qu'elle est plus juste, qu'elle est nécessaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus totalement derrière vous, hein, vous savez. Ils demandent certaines... La CFDT, ils demandent... en l'occurrence sur les compensations, sur la justice du système, il n'est plus avec vous. Non. Il reste tout à fait favorable au régime systémique et il demande quelques précisions sur le retour à l'équilibre du régime actuellement à court terme. Mais c'est uniquement ça. Sur le fond, il est tout à fait d'accord avec le sens de la réforme qu'on se donne. Donc ça, c'est important de rappeler. Alors, on va justement en parler de cet équilibre du régime de retraite, parce que là-dessus également, le discours est un tout petit peu confus au sein du gouvernement. Tout le monde n'est pas totalement d'accord. Est-ce qu'il faut aussi faire en sorte que le régime soit à l'équilibre avant d'entamer cette réforme ou pas? Je vous propose d'écouter Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Nous savons que nous devrons progressivement travailler plus longtemps. Valérie Sipahi-Malani, lorsque vous entendez ça, travailler plus longtemps, le régime, manifestement, n'est pas soutenable en tant que tel. Alors pour nous, on n'est pas d'accord du tout avec ça. Le régime, il est soutenable. Il suffit simplement peut-être de cesser d'exonérer certaines grosses entreprises. Il suffit peut-être de choisir de faire d'autres choix de fiscalité et de faire d'autres choix de flux de capitaux au sein de l'État français. Donc le régime, il est soutenable. Donc travailler plus longtemps, pour vous, c'est inenvisageable. Mais on peut pas. En tant qu'enseignante, on sait que les fins de carrière sont difficiles. Et au fil du temps, tout ce qui avait été prévu, par exemple, à une époque, on pouvait faire ces dernières années à mi-temps avec la même retraite. Là, ça n'est plus possible. Nous, on ne peut pas travailler dans un établissement scolaire jusqu'à 66-67 ans, ce qui va être le cas, puisque nous, si on veut avoir une carrière complète, il faudrait qu'on commence à 19 ans. Or, les enseignants arrivent dans les classes environ vers 26-27 ans actuellement, parce qu'il faut avoir un diplôme, ils sont à Bac+5. Excusez-moi, mais vos chiffres... Attendez, oui, non, mais laissez-la juste terminer. Commencer à 19 ans et terminer à 68 ans, j'aimerais ça bien savoir... Ça n'est pas possible, justement. Mais non, mais ces chiffres, c'est pour ne pas terminer à 68 ans, c'est ce que je vous dis. Il n'est absolument pas question de faire travailler les professeurs de 19 ans à 66 ans. Mais on est bien d'accord. Mais on est bien d'accord, c'est bien ce que je vous dis. C'est des hypothèses qui sont complètement irréalistes. Ce que je vous dis, c'est que pour partir à un âge où on est capable d'enseigner
enseigner tranquillement dans un établissement et ne pas finir à 67 ans dans un établissement, alors qu'on aura moins d'énergie pour les enfants ou pour les élèves. Il faut qu'on puisse avoir une carrière complète quand on commence à 26-27 ans, en finissant vers 62-64 ans. Si c'est le possible, peut-être, sauf qu'actuellement, avec le régime de retraite, ça ne sera pas possible. Vous savez combien de... Attendez, j'aimerais juste rapidement, parce que je voudrais faire le vous savez combien de personnes, combien de femmes aujourd'hui partent à 67 ans à la retraite pour avoir leur taux plein? Aujourd'hui, avec le régime actuel, 20% des femmes. Parce qu'elles n'arrivent pas à avoir le nombre de trimestres. Je sais bien. Parce que les trimestres... Vous savez pourquoi? Parce qu'elles cotisent, mais leur trimestre n'est pas validé, parce qu'elles sont à temps partiel. Et nous, avec le système à points, ce qu'on veut faire, c'est que chaque jour travaillé soit un jour qui donne accès à des droits. Donc justement, ce que vous dites là, la peur de travailler jusqu'à 67 ans, c'est une réalité pour 20% des femmes aujourd'hui. Et demain, si on fait le régime à points avec un âge pivot à 64 ans, ces femmes, elles pourront partir à 64 ans. Donc, vous voyez, cet exemple, ça montre bien comme elles auront un demi-salaire, le régime comme vous actuel, le dites, il est injuste. Et comme elles auront un demi-salaire, de toute façon, elles auront moins cotisé que les autres. Mais non, elles n'auront pas un demi-salaire, puisqu'elles auront des points 1 euro cotisé. Comment je ne comprends pas, parce que aujourd'hui, je suis un peu perplexe, puisque vous nous dites 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Aujourd'hui, ma commerçante m'expliquait encore aujourd'hui. Elle a travaillé 5 ans dans son commerce. Elle a gagné peu. En 5 ans, elle a validé 9 trimestres. Alors qu'elle a cotisé. Elle a cotisé pendant 5 ans. Elle a validé 9 trimestres. Cette femme, elle va devoir travailler jusqu'à 67 ans. Toute sa vie, elle a travaillé. Demain, avec le régime à points, chaque moment où elle a travaillé donnera accès à des droits retraite. Chaque euro. Cotisé. Chaque jour et chaque euro cotisé, mais si vous travaillez moins, vous cotisez moins d'euros, donc vous aurez moins de droits. Aujourd'hui, elle cotise et ça donne 0 droit. Pour aujourd'hui, demain, ça privilégie les carrières hachées. Mais le régime à points, ça ne résoudra rien de ce point de vue. Si, ça résout. Je vais vous expliquer pourquoi. Thierry Clair. Je pense en fait la question, quel est l'objectif de la réforme? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. L'objectif de la réforme, est-ce que c'est de faire quelque chose de plus juste? Au contraire, est-ce que c'est pour compenser, pour augmenter finalement le temps de cotisation, la durée de cotisation et réduire en fait et appauvrir les retraités? En fait, c'est ça la vraie question, enfin la question que se posent les gens. On entend, je ne suis pas économiste, on entend des économistes qui nous disent que cette réforme-là ne réglera rien. On a eu des tas de réformes auparavant. En 2003, on a eu la réforme qui était relativement importante. On a eu des modifications 2008, 2010, 2012, des augmentations de cotisations. Voilà, mais sur un principe mais en fait, simple. toutes les réformes qui se sont succédées jusqu'à maintenant n'ont pas régler les problèmes. On a le corps aujourd'hui qui a sorti un rapport en disant on aura encore un déficit demain, alors que l'an passé, on nous annonçait un excédent. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on est dans une phase totalement anxiogène, où effectivement on s'interroge énormément, d'autant plus que les choses ne sont pas concrètes. On nous annonce une réforme à point, 42 systèmes, ou on peut dire une dizaine, enfin bon bref, peu importe, statut particulier. Quoi qu'il en soit, il faudrait harmoniser tout ça. En ce qui nous concerne, mais ce sont également les autres fonctionnaires, l'ensemble des salariés, en se disant, mais finalement, aujourd'hui, on sait ce qu'on peut toucher dans le cadre du régime de retraite actuel, et demain, qu'est-ce qu'on va toucher? En fait, la réalité, elle est là. Et aujourd'hui, il y a aucune visibilité. En fait, c'est un point d'interrogation, et c'est cette incertitude qui nous gêne. En ce qui nous concerne, une question, est-ce que vous, par exemple, vous seriez prêt à travailler plus longtemps? Mais c'est déjà le cas. Mais en ce qui me concerne, quand je suis rentré dans la police, depuis mon entrée dans la police, j'ai une durée de cotisation qui est de 5 années supérieure. Voilà, c'est déjà une réalité. Quand je suis rentré dans la police, si j'étais parti en retraite, si j'étais à un âge de départ en retraite au moment où je suis rentré dans la police, je serais parti 5 années plus tôt. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une véritable prise en compte. Et quand je dis 5 années, ça c'est l'espace de la loi qui le prévoit. Mais il y a également le taux de liquidation qui a également augmenté. C'est-à-dire qu'on est passé de 37,5 annuités à 41, 42. Et quand on parle d'un âge pivot de 64 ans, par exemple, en général, est-ce que ça vous choque? Ah bah totalement. Alors pour un policier en plus de surcroît. Pas pour un policier en particulier. Alors, non mais attendez, vous m'interrogez en tant que policier. Mais pour un citoyen également. Mais ça ne sera pas le cas pour les policiers. En tant que policier, mais également pour un citoyen. Deux remarques. François, la première, vous avez raison, il y a un vrai problème, c'est que les gens en France sont rentrés dans les pré-retraites à reculons dans les années 70. Aujourd'hui, ils veulent tous partir avant l'âge légal de la retraite. Les chiffres sont tombés à la Cour des comptes récemment. Aujourd'hui, vous avez 800 000 personnes qui partent en retraite à 62 ans, et il y en a 400 000 qui sont déjà plus en activité. Ils sont dans des systèmes dérivatifs. Les uns sont en longue maladie, c'est payé par la caisse maladie. Les autres sont dans des systèmes de pré-retraite, payés par les caisses chômage. Donc, aussi longtemps qu'on ne trouvera pas le moyen d'obtenir des employeurs qui maintiennent les salariés dans des emplois âgés, on n'arrivera pas à reculer l'âge de la retraite. Premier point. C'est l'une des contradictions. Sur les régimes spéciaux, on oublie une petite chose. On en avait combien il y a 30 ans? 150. Et comment on a fait pour les régler, les problèmes des autres régimes spéciaux? Ce n'est pas des petits régimes spéciaux qui ont disparu. Hein.
on les a absorbés déjà. On a déjà fait une grosse partie de l'universalisation. Je vous les cite. C'est plus difficile aujourd'hui pour ceux qui restent. Mais attendez, il y en a qu'on a éteints. Quand vous aviez 1000 mineurs et puis actifs et puis 260 000 mineurs retraités, il fallait bien trouver un système. C'est l'État qui a payé. Bon, quand on a eu les agents de la sécurité sociale, le personnel au sol d'Air France, les agents des banques, 11 banques, on les a intégrés dans le régime de base, puis dans les régimes Agirc-Arrco. S'il y avait des différences, s'ils avaient des avantages, la seule chose qu'on leur a dit, vous le payez dans un petit régime additionnel. Ils ont tous accepté. Donc ça s'est très bien passé. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas la même chose avec les régimes spéciaux qui restent. Pourquoi on ne ferait pas ça ? À partir de là, il n'y aurait aucun problème et vous bénéficieriez d'une très belle retraite avec une assurance de base vieillesse, avec 2 régimes complémentaires, Agirc et Arco, plus un petit régime additionnel, il sera à votre charge. C'est tout. Vous savez, moi, je tiens à vous dire non, mais quand même, que le métier de policier aujourd'hui ne fait plus rêver, ne fait pas rêver, fait rêver personne. On a des difficultés pour recruter. Il y a quand même une manifestation le 2 octobre dernier. 27 000 policiers sont descendus dans la rue. C'est pas anodin. C'est un chiffre véritablement important, tout en sachant que nous n'avons pas le droit de grève, que les fonctionnaires qui étaient présents avec des taux de présence qui avaient été relevés dans certains services. Pardon de vous interrompre, est-ce que finalement, cette protestation contre la retraite aujourd'hui du côté des policiers, est-ce que ce n'est pas une sorte de goutte qui a fait déborder le vase, que cette réforme, et en fait, ce qui vous gêne, c'est plus les conditions de travail, le fait que, même si effectivement il y a un renforcement des policiers, c'est insuffisant, est-ce que c'est pas plutôt ça qui vous gêne que la réforme des retraites elle-même ? Je pense qu'effectivement, il y a un tout. Il y a effectivement aujourd'hui le problème de la réforme des retraites sur lequel il y a aucune visibilité totale, aucune lisibilité, il n'y a rien de concret. On a un courrier du ministre, mais qui reste incertain, qui reste vague, qui ouvre des portes, mais on ne sait pas à quel niveau elles peuvent se refermer ou au contraire se rouvrir encore. Donc véritablement, là, il y a un vrai sujet. On en revient sur la visibilité en fait, du projet. Catherine Fabre, est-ce qu'il y a un calendrier maintenant plus clair ? Parce qu'on a parlé d'une déclaration du Premier ministre le 17 décembre. Si j'ai bien compris, maintenant c'est trop tard, ça serait plutôt la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir ? Oui, le Premier ministre fera des déclarations en milieu de semaine prochaine. Et donc, pour justement apporter un certain nombre de réponses aux préoccupations qui ont été mises en avant par les différents partenaires sociaux sur justement le projet qu'on suit. Donc on sera déjà plus fixé la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, il y aura des réponses apportées suite à ce mouvement et suite aux concertations qui ont eu lieu et qui ont encore lieu aujourd'hui, justement, par rapport à quelles sont les spécificités de chacun et comment est-ce qu'on va tous dans la même direction pour l'intérêt général. Ce régime va-t-il démarrer ? Parce qu'on a beaucoup parlé de cette fameuse clause du grand-père, c'est-à-dire qui veut dire qu'en fait, ce nouveau régime ne va toucher que les nouveaux entrants sur le marché du travail. Est-ce qu'on laisse tomber aujourd'hui cette fameuse clause ? Est-ce que effectivement, monsieur et madame peuvent être concernés par ce nouveau régime des retraites aujourd'hui, ou est-ce que ça sera plutôt leurs enfants, voire leurs petits-enfants, pour faire simple ? Alors, je pense qu'il faut d'une part prendre le temps de mettre en place la réforme, parce qu'il ne faut pas prendre les gens par surprise. Aujourd'hui, si on parle des régimes spéciaux, certaines personnes sont à la SNCF, ont choisi ça, notamment parce qu'ils avaient des bonnes retraites. On ne va pas leur dire du jour au lendemain, mais votre retraite elle va tomber, ou du jour au lendemain, vous allez partir 5 ans plus tard. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, on ne peut pas non plus attendre que les nouveaux entrants soient juste les seuls concernés. J'ai voté cette année 6 milliards de budget de l'État pour financer les régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les contribuables qui financent ces régimes. Donc on comprend bien que ces 6 milliards, ils pourraient financer l'hôpital, ils pourraient financer d'autres besoins qui sont prégnants dans la société, la dépendance, l'autonomie. Et donc, il faut faire cette réforme. Cette réforme, alors, est-ce qu'il y a des régimes spéciaux qui coûtent plus cher que d'autres ? Il faut la faire. Alors, je ne rentrerai pas ça parce que plus dans le collimateur que d'autres. Le but, non, il n'y a personne. Personne n'est dans le collimateur. Par contre, on veut aller vers un... Par exemple, les enseignants n'ont pas exactement le même statut que les cheminots. Personne n'est dans le collimateur. Ce qu'on souhaite, c'est arriver justement à un système encore plus solidaire, parce qu'il sera non seulement intergénérationnel, mais il sera surtout solidaire au niveau des interprofessions. Les professions seront solidaires les unes envers les autres. Et c'est pas parce qu'une oui, mais alors là, les médecins vous disent attention, nous, notre caisse est bénéficiaire, on va piocher dans notre caisse pour la donner à d'autres. Mais oui, ils trouvent que c'est injuste. Mais elles sont bénéficiaires parce qu'ils ont une démographie, ils ont plus d'actifs que de retraités, parce que ça se trouve comme ça. Mais dans 20 ans, qui peut dire qu'il y aura plus d'actifs que de retraités chez les médecins ? Les choses, elles changent, et les choses, elles bougent. Et donc, même pour ces professions-là, il faut sécuriser le système, et donc il faut faire un régime universel. Ça a toujours été un peu comme ça dans la société française. On a des professions qui ont disparu.
Au lendemain de la guerre, on avait 22% d'agriculteurs dans la population. Il y en a 2% aujourd'hui. Comment on a fait? À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le BAPSA, budget annexe des prestations sociales agricoles. Et on a payé par l'impôt. On a trouvé normal de faire payer et par l'impôt et par, on n'en parle jamais, la compensation démographique, c'est-à-dire les régimes excédentaires. Les enfants d'agriculteurs qui étaient au régime général, ils payaient pour leurs parents, par le biais de cette compensation démographique. On peut très bien imaginer ce genre de truc. Quand il y a des régimes, quand je vois la SNCF, vous venez de le dire, 6 milliards, mais elle touche à elle seule 3 milliards, vous avez un cotisant pour 2 retraités. C'est ultra déficitaire. C'est pas l'impôt qui doit payer ça. Je suis désolé, moi je paye mes cotisations sociales. Je ne sais pas pourquoi avec mes impôts, je paierais en plus la cotisation d'un fonctionnaire. Thierry Cléapion. La cotisation des fonctionnaires, elle est payée par nous tous, y compris nous en tant que citoyens et en tant que fonctionnaires. On paye également nos cotisations. Je tiens à dire quand même que régimes spéciaux, vous parlez de la RATP, etc. En ce qui nous concerne, nous sommes fonctionnaires d'État. Les 20 trimestres en fait, de bonification que nous bénéficions, en fait, on en bénéficie, mais on cotise dessus. On a une cotisation qui est supérieure de 2% à l'ensemble des fonctionnaires d'État. Donc, si vous voulez, en plus, on a un nombre de fonctionnaires, on a des recrutements actuellement, donc on a d'autant plus de cotisants. Mais quoi qu'il en soit, cette bonification, elle est payée par les policiers. Mais donc, c'est pas un gain. Et en plus, c'est 20 ce principe de solidarité, justement, c'est on met en place un régime universel, ce qui fait qu'il n'y a plus de corporatisme. Pour citer une ministre qui parlait de corporation il n'y a pas longtemps, justement, plus de solidarité entre les différents régimes. Solidarité, je veux dire, on participe, on a une cotisation transport alors qu'on n'a pas de carte de transport, hormis dans certaines régions par rapport à des négociations locales. Mais sinon, voilà. Donc la solidarité, on y participe tous sur notre fiche de paye et par rapport aux retenues que nous avons sur nos différents traitements. Donc ça, c'est une véritable question. Il y a cette bonification qui nous est octroyée, sur laquelle nous cotisons, en fait, nous soumet également à des conditions restrictives dans le cadre du droit, le droit de pouvoir se mettre en grève, le droit d'une obligation de résidence. Voilà, il y a un certain nombre de choses. A priori, ne devrait pas être supprimé. Bien sûr, un fonctionnaire de police, moi j'ai des collègues qui passent aujourd'hui dans des conseils de discipline par rapport à des affaires privées, parce que quand on est policier, on doit rendre compte professionnellement. Quelque part c'est normal, mais également on doit rendre compte sur sa vie privée, effectivement, et par rapport à des débordements, le fonctionnaire il est sanctionné souvent 3 fois d'ailleurs, une fois par la justice, une fois administrativement et une 3e fois parce que son avancement est terminé. Ça veut dire, ces contraintes sont telles que pour vous, de toute façon, il faut garder un régime. Non, mais attendez, il faut spécifique. garder. Nous, on dit que dans le système actuel, ou bien on remet tout à plat. Ou alors on reste dans le système actuel. Oui, mais attendez, mais on remet toutes les conditions à plat. Toutes les conditions de l'ensemble du fonctionnement de l'institution et des conditions de déroulement de carrière, de vie. Pourquoi les autres, ils ont bougé? Les autres régimes spéciaux, ces 30 dernières années, ils ont négocié, ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, allez les voir, ils sont très contents. Allez voir les agents de la Sécu. Écoutez, aujourd'hui, vous parlez de logique missionnelle par rapport à un policier. Ça veut dire qu'un policier, il va être aujourd'hui, sur la voie publique, il sera reconnu comme étant sur une mission dangereuse. Très bien, et c'est normal. Ce fonctionnaire-là, demain, il va être affecté parce que personne ne va aller au centre de commandement et on va l'affecter au centre de commandement. Et c'est en plus un point qui est stratégique dans le cadre du déroulement des missions. Et ce fonctionnaire-là, il perdra effectivement... Mais est-ce que ça a vraiment à voir avec la réforme des retraites dont vous parlez aujourd'hui? Effectivement. Là, on rentre véritablement... Plus des conditions de travail des policiers, de la polyvalence... Non, là, je vous parle des conditions de cotisation, parce que notamment, en ce qui concerne la bonification des 20 trimestres, il y a cette logique missionnelle qui rentre justement dans le cadre, je me suis peut-être mal exprimé, mais cette logique missionnelle rentre dans le cadre des conditions de cotisation et en fait des droits qui vous seront acquis ou pas. Et là, ça change complètement la donne. Donc ça veut dire qu'on revoit tout le système et déjà, il faut nous dire effectivement qu'est-ce qui rentre dedans, dans quel périmètre, quelles sont les durées des logiques missionnelles, à qui on s'adresse. Et sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Un policier, il est policier 24 heures sur 24. Il est amené à travailler sur l'ensemble du territoire. Dans le privé, il peut être réquisitionné à tout moment parce que son statut peut être reconnu. Il a des contraintes qui Donc, sont quelque part, vous dites c'est mission impossible, cette réforme, en tout cas, en ce qui vous concerne, pour qu'on soit gagnant. C'est-à-dire aujourd'hui, franchement, la lisibilité, je veux dire, elle voilà, la lisibilité, c'est un problème. On revient à cette nécessité de concerter, de présenter vos propositions et de négocier autour de ça. On se demande pourquoi le gouvernement n'a pas mis en avant d'abord ses choix, n'a pas laissé, parce qu'on a l'impression qu'il laisse pourrir un petit peu la situation sociale. Il va regarder et puis derrière, il va faire des annonces précises. En fait, le gouvernement a d'abord donné une vision générale du système vers lequel on voulait aller, qui est un système qui est vraiment bon pour les générations futures et qui va vraiment nous permettre de conserver
conserver ce système de retraite auquel on tient tous et qui est de bon niveau en France et qu'on veut conserver bon en France. Et une fois qu'il a fait ça, il s'est engagé dans des concertations en bilatéral avec chacune des professions qui ont lieu en ce moment, avec un grand message d'ouverture sur le fait que ces spécificités dont vous parlez, monsieur, à la police, tout le monde est dans la rue, on les connaît bien, ces spécificités, la difficulté du métier, elle est reconnue. La difficulté du métier de professeur, le métier de professeur a changé, on le sait, elle est reconnue, cette difficulté. Pourquoi il y a tant de pays qui passent au point ? Et je pense que l'enjeu, c'est de reconnaître ces spécificités, et elles sont reconnues, de reconnaître des cas difficiles, peut-être des conditions particulières, et c'est justement pour ça que le gouvernement s'engage dans ces concertations bilatérales, pour ne pas tout mélanger et pour prendre les situations les unes avec les autres. C'est un peu mal pris tout de même. Il n'y a pas eu des petites erreurs. On a pris 18 mois pour concerter. Mais justement, 18 mois de concertation cible qui aujourd'hui, je pense, est de qualité. Ce vers quoi on va, c'est de qualité. On a pris le temps parce qu'on refonde quand même ce système pour le 21e siècle, pour les générations à venir. Et donc ça, c'est normal qu'on ait pris ce temps-là. Et maintenant, on est en train de prendre le temps de la négociation en face à face au niveau bilatéral. Valérie Sipah-Melani, est-ce que vous avez l'impression que le régime actuel des enseignants est soutenable ? Certainement. Certainement, il faut y mettre les moyens. Ce sont des choix de société. Sauf que finalement, on nous dit le régime à point, tout le monde le fait, c'est bien. Moi, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de l'évolution des pays de l'OCDE. Donc vous êtes satisfaite du système actuel ? Le système, ce qu'on nous dit, ce qu'on veut dire nous, c'est que si on met à plat le régime des retraites, à ce moment-là, comme l'a dit mon voisin, il faut remettre à plat les salaires, il faut remettre à plat l'ensemble de l'organisation. Comment est-ce que vous pouvez remettre tout ça à plat avec un projet de loi ? Vous me laissez terminer. Comment est-ce que vous pouvez mettre à plat tout cela d'ici janvier ? Moi, je dis d'abord, on revalorise. Et après, on verra les retraites. Mais il faut réfléchir. Il faut d'abord... Mais non, puisque le projet de loi, on nous dit, il est pour janvier. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord mettre à plat l'ensemble de nos métiers et notre revalorisation. Une fois qu'on aura revalorisé les profs, alors OK pour le régime de retraite. Mais on ne peut pas faire les choses à l'envers et nous dire d'abord, vous perdez 30% de retraite et ensuite, vous allez voir dans un certain avenir... Personne n'a jamais dit ça. C'est pas ce qui va se passer. Personne n'a jamais dit ça. Mais personne n'a jamais dit ça. Pour le moment... Jean-Michel Blanquer. Arrêtez avec Jean-Michel Blanquer, s'il vous plaît. Il y a aucune confiance. Il s'y engage. Les engagements de M. Jean-Michel Blanquer, par exemple, sur l'égalité et le baccalauréat, on pourrait en discuter pendant des heures. Alors, c'est un autre sujet. Mais non, c'est pas un autre sujet. Parce que ce qu'on nous demande, c'est d'avoir confiance. Nous, on lui donne pas les clés de la maison. Vous n'avez pas confiance. On a compris. Juste un mot, parce qu'il nous reste 3 minutes. Comment est-ce qu'on peut organiser ça dans une loi qui arrive dans 3 mois ? La loi, ça sera une loi cadre. Ça sera des grands engagements. Et l'engagement, par exemple, concernant les profs, ça pourra très bien être on s'assure d'une revalorisation salariale tout au long de la carrière qui vous assure, dans un système à points, d'arriver à un montant de retraite qui corresponde à votre catégorie professionnelle, qui corresponde à votre niveau professionnel, à votre classification professionnelle. Le système à points tel qu'il est prévu actuellement ne fait rien pour l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique. Alors, on peut parler d'égalité femmes-hommes, moi je vous assure, et de très très loin, que la réforme, elle va tout faire gagner sur l'égalité femmes-hommes qui aujourd'hui est catastrophique au niveau du système actuel. Donc là, je ne comprends même pas qu'on puisse défendre le système actuel sur l'égalité femmes-hommes. Alors, il nous reste 2 minutes, François Charpentier. Je voudrais juste qu'on revienne sur la soutenabilité du système, parce qu'on a beaucoup parlé justement finalement de cet âge pivot qui serait 64 ans aujourd'hui. Donc l'âge légal, c'est 62 ans en France pour un âge de départ à la retraite. La France est plutôt, je dirais, on part plutôt plus tôt à la retraite en France que dans les autres pays européens. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement reculer l'âge de la retraite est le seul moyen d'obtenir un régime soutenable financièrement ou pas ? Écoutez, c'est pas le seul moyen probablement, mais pour le moment, moi personnellement, mon avis personnel, je vous donne vraiment un avis personnel, on ferait bien de rester sur les 62 ans qui étaient prévus au départ, pas plus, pas moins, dans un premier temps. Faire la réforme déjà dès 62 ans, rester à 62 ans, mettre tout le monde au régime des points, ça serait déjà beaucoup. Ensuite, on peut regarder, et c'est comme ça que fonctionnent les régimes de points, Agirc et Arco. Je vous rappelle qu'ils ont fait 70 milliards d'excédents. Et régime complémentaire, il faut expliquer à nos 70 milliards, oui, mais sont pas français forcément. Après, quand même, vous vous rendez compte qu'on a absorbé le baby-boom. On a eu d'un seul coup, à partir de 2005-2006, le nombre le baby-boom est favorable à un système à répartition, j'ai envie de dire. C'est un système à répartition. Aujourd'hui, on a un vieillissement de la population, donc ça s'inverse. Oui, mais alors, là, vous posez une vraie question. Moi, si j'avais une inquiétude, et là, je la partagerai totalement avec vous, c'est l'avenir de nos enfants. Parce qu'ils ont des salaires beaucoup plus faibles,
ils vont vivre beaucoup plus longtemps. Et là, j'ai une grande inquiétude sur leur niveau de retraite. Je me demande si on n'est pas déjà en train de fabriquer une certaine pauvreté pour eux. Et ça, je le dis d'autant plus qu'on voit se multiplier des tas d'emplois où ils ne cotisent plus, où l'employeur ne cotise plus. Vous voyez, par exemple, sur les plateformes numériques, etc. Là, il y a de quoi vraiment être très inquiet pour l'avenir, c'est-à-dire de l'ensemble de la protection sociale. Petite conclusion, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous serez dans la rue demain? Est-ce que vous faites grève demain? Écoutez, en ce qui nous concerne, il y a eu des actions symboliques qui ont été menées. Déjà, dès lundi, des collègues CRS qui ont déposé les casques et les boucliers. Aujourd'hui, des collègues qui ont assuré un service minimum dans l'ensemble des commissariats. Donc, pour nous, en tout cas, l'action continue. Quoi qu'il en soit, faudra-t-il aller plus loin pour être entendu et en tout cas pour avoir des véritables réponses par rapport à nos questions. Madame? Alors nous serons dans la rue samedi et en grève la semaine prochaine. Moi, ce que Toute je voudrais la dire, ça dépend des endroits. Moi, ce que je veux, dans l'éducation nationale, donc ça veut dire les profs. Dans l'éducation nationale, mardi, il y aura un grand mouvement de grève. Moi, ce que je veux dire, c'est évidemment, je peux partir à 62 ans. Ma retraite à taux plein, ce sera 66 ans. Donc, on n'est pas pour le maintien du système actuel, on est pour qu'il soit amélioré. On ne considère pas que le système à points fonctionne, puisque le système à points, nos amis qui font des livraisons, Deliveroo et compagnie, ils ne cotisent pas. Ils n'auront pas de points. Voilà, juste un mot de conclusion. Donc vous serez dans la rue demain, Catherine Fabre. Est-ce que vous ne redoutez pas 1995? Parce qu'à les entendre, je voudrais quand même, parce que là on finit sur un truc anxiogène, mot de conclusion. Cette réforme, on l'a fait justement pour nos enfants, on l'a fait justement pour les générations à venir. Et c'est justement avec cette réforme que nos enfants auront une retraite. Aujourd'hui, 80% ne croient pas qu'ils auront une retraite parce qu'on fait des réformes tous les 5 ans. Si on fait une belle réforme, on refonde de manière vraiment intelligente le système, justement nos enfants auront de bonnes retraites et c'est justement ça qu'on vise. Donc vous ne reculerez pas, même si non, c'est très important et vraiment il y a un enjeu qui est massif pour les générations à venir. Catherine Fabre, merci Valérie Sipahi-Malani, merci Thierry Claire, merci François Charpentier, merci à vous de nous avoir suivis.